Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans le point d'actu, nous aborderons avec Pierre-Louis Germain les dossiers Abivax, Selectis et encore Sensorion. Et puis je recevrai dans l'interview Marc Lebozec, gérant du fonds Pluvalca Biotech, le journal des biotech. C'est parti. Et fidèle au poste, pour ce point d'actualité, je retrouve Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on commence par quoi? On commence par Abivax qui a publié des résultats qu'ils qualifient eux-mêmes, vous allez nous le dire s'ils ont raison, d'impressionnants, des résultats de phase 2A dans la rectocolite hémorragique avec ABX 464. Vous êtes impressionné? Je leur laisse le mot, je leur laisse l'expression, mais en tout cas, ce sont des résultats positifs. C'était une évaluation en maintenance à partir d'un essai clinique dont on avait déjà eu des résultats à 2 mois l'an passé. Donc là, les patients ont été prolongés, le traitement a été prolongé sur 12 mois. Les patients qui étaient en placebo ont reçu le traitement. Donc ce sont des résultats assez clairs, il n'y a pas tellement de zone d'ombre. On a un effet chez les patients qui étaient en placebo, on a une amélioration de l'effet chez les patients qui avaient commencé le traitement. On a une amélioration sur les symptômes, parce que la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire auto-immune qui est essentiellement mesurée, évaluée via un score de symptômes par le médecin, le score de Mayo. Donc il y a une amélioration là-dessus. Il y a aussi une amélioration sur des biomarqueurs biologiques, parallèles, qui encore une fois écartent un petit peu les zones d'ombre. On a une preuve de concept assez bonne pour permettre, comme le souhaite la société, d'aller en phase 2B dans la rectocolite hémorragique avec ce produit. Bon, alors, ôtez-moi d'un doute, moi, Abivax, dans ma mémoire, c'était surtout un candidat médicament contre le virus du HIV. On en est où dans ces développements? Alors effectivement, c'est une bonne remarque. On l'a dit, on a une preuve de concept maintenant dans les maladies inflammatoires. Abivax va développer dans la rectocolite hémorragique, mais pas seulement. Ils vont aller dans la maladie de Crohn, ils vont aller dans la polyarthrite rhumatoïde, 2 phases 2A qui vont également lancer cette année. Ça fait 3 phases cliniques qui vont être lancées dans les prochains mois dans des maladies inflammatoires. Et pour le VIH, quand on leur pose la question, ils nous répondent que ça dépendra du financement. La société va avoir besoin de se refinancer pour financer ces essais cliniques. Oui. L'étude dans le HIV, pour laquelle on a eu des résultats de phase 2A l'an passé, elle est un petit peu mise en stand-by, en suspens. En tout cas, elle dépendra du montant que la société pourra lever en capitaux et elle passe derrière. Elle n'est plus prioritaire. Du coup, on n'a pas pour les investisseurs, un petit retour en arrière, entre guillemets, en termes de news flow, en termes de développement même du business model d'Abivax, peut-être? Alors effectivement, c'est un petit peu un changement d'histoire qui va s'écrire cette année pour Abivax. Les résultats dans le VIH avaient été bons, étaient parus positifs quand ils avaient été publiés à la mi-année l'an dernier. Mais on se rend compte en fait après, avec le temps, avec la lecture et la compréhension, puis on voit également ce qui se développe dans le VIH, que la barre est peut-être un petit peu haute pour ABX 464, le produit phare de la société dans le VIH. Et effectivement, le message se fait de plus en plus insistant de la part des dirigeants d'Abivax. C'est dans les maladies inflammatoires qu'on va développer ce produit et c'est là qu'on va attendre des catalyseurs. Et vous avez raison Laurent, ça fait un petit retour en arrière. On est sur un pipeline qui est un petit peu early stage. On lance des phases A, on lance une phase 2B dans une maladie rare, on lance des phases A dans d'autres pathologies. On voit qu'Abivax a de la ressource, que ce produit ABX 464, il a du potentiel, il est intéressant, on ne peut pas le mettre à la poubelle. Néanmoins, il va falloir savoir, attendre et voir dans quelles conditions Abivax va se refinancer, avec quelle dilution, à quel prix, parce qu'il va falloir des partenaires industriels et financiers pour pousser plus loin et donc accepter de revenir un petit peu sur du early stage, du développement précoce. Bon, là aussi, patience, il faut de cette qualité quand on investit en biotech. Voilà, avant de revenir sur le dossier en tout cas. Bon, deuxième société, Selectis, notre spécialiste des cartés qui publie ses résultats. C'est toujours l'occasion de voir un petit peu le niveau de cash, combien il reste en trésorerie. Qu'est-ce qu'on en retient de ces résultats, Pierre-Louis? Alors le cash, effectivement, puis avoir un petit peu des nouvelles sur le calendrier et les catalyseurs pour l'année. Les résultats de Selectis, on a aussi suivi les résultats annuels de Allogene, cette biotech américaine cotée sur le Nasdaq, qui pèse 3,4 milliards de dollars, avec pour seul actif un portefeuille de produits quasiment exclusivement issus de Selectis, et de Servier, puisque les deux sociétés ont des accords de licence. Alors, sur le plan du cash, tout va bien. Selectis a 476 millions de dollars de cash, dont 100 millions dans sa filiale Calix. Donc, ça leur laisse plusieurs années, 2 à 3 ans de développement clinique. C'est important quand même, parce que je pense que ça doit être une des biotech qui a une situation financière les plus solides en France, en tout cas. C'est celle qui a la meilleure situation financière, c'est clair. Elle est aussi sur le Nasdaq, où les moyens financiers
sont supérieurs. Après, le point faible un petit peu du dossier aujourd'hui, c'est le news flow, puisque Selectis garde des produits propriétaires. Ils n'ont pas tout cédé en licence à Allogene. Ils gardent donc UCART 1, 2, 3, UCART 22, UCART S1. Tout ça, c'est dans différents types de leucémie, de cancer du sang. Tout ça, c'est des programmes qui vont entrer en clinique cette année. C'est bien, mais ça veut dire qu'il va falloir attendre. Là aussi, décembre cette année, un congrès d'hématologie important aux États-Unis qui a lieu en décembre, qui s'appelle le congrès de la H, pour avoir des nouvelles, pour avoir des catalyseurs, pour en savoir un petit peu plus. Alors attendez, leur produit le plus avancé, il est chez Allogene, c'est quoi? UCART 19, c'est ça? UCART 19, exactement. Et donc là aussi, petit coup dur, puisque donc, le produit est chez Allogene, et Allogene a annoncé aux investisseurs qu'il entrera en clinique a priori en phase 2, puisqu'il est déjà en phase 1. Il rentrera en phase 2 en 2020. Les investisseurs s'attendaient plutôt à ce que ça rentre d'ici la fin de l'année. Donc, ce n'est pas très grave, mais ça veut dire encore que l'année 2019… Il faut encore attendre. L'année 2019, c'est une année où il ne va pas y avoir beaucoup de news flow. Voilà. Alors, on peut quand même, sur ce dossier, pour en terminer là, se raccrocher à la valorisation. Selectis, c'est une société qui vaut moins de 700 millions d'euros de capitalisation boursière. Quand Allogene, qui encore une fois n'a que des actifs Selectis dans le pipe, vaut 3 milliards et demi. La filiale agro de Selectis, édition pour les produits, qui est également cotée sur le Nasdaq, elle vaut presque 600 millions de dollars. Elle est détenue à 70% par Selectis. Donc il y a toujours un gap de valorisation assez intéressant à jouer sur cette biotech. Et puis une techno dans laquelle on croit quand même. Et une techno dans laquelle on croit. Il y a des risques, il y a des risques, mais il y en a toujours. Bon. Et on termine avec Sensorion qui a réalisé une émission obligataire de 4,7 millions d'euros. Bonne nouvelle, on se redonne un petit peu d'oxygène pour ce spécialiste qui traite notamment les pathologies liées à la surdité, c'est ça, brusque venue de la surdité? Aux maladies de l'oreille interne, exactement. Oui, c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est un dossier compliqué, Sensorion. Ils ont eu un échec, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu l'an dernier, effectivement, on avait reçu Nawal Ouzren sur ce plateau. Il y avait eu cette espèce de refonte de l'essai clinique principal qui avait causé du temps et donc de la valorisation qui avait coûté cher en termes de valo au titre. Donc c'est un dossier difficile. Cette annonce, elle est bonne parce que 4,7 millions, ça va redonner à peu près 6, 7, 8 mois d'autonomie financière à la société. Ça va lui permettre, ça lui donne à peu près un an d'autonomy, plus ou moins, même si les dirigeants n'ont pas communiqué là-dessus. C'est nos estimations. D'ici là, on aura des résultats de phase 2 dans la vestibulopathie unilatérale aiguë avec 111, le produit le plus avancé. Et puis des résultats de phase 2 aussi dans la perte brusque d'audition. Avec Sens 401, qui est le produit de la société qui a le plus de développement en cours. Ce sera les premiers résultats un peu preuve de concept pour ce produit. Tout ça avant la fin de l'année. Donc là, on a une société qui lève des fonds, qui se donne de l'oxygène pour tenir jusqu'à l'annonce de ces résultats cliniques, de ces 2 étapes cliniques importantes, sans dilution immédiate pour l'actionnaire. Aujourd'hui, le cours est bas, donc c'est une bonne nouvelle de savoir que la dilution elle interviendra plus tard, quand ces obligations seront converties à, espérons-le, un cours plus élevé. Bon, ça met une pression sur les résultats. Il faut que les résultats soient au rendez-vous. Ah oui, là, de toute façon, il faut des résultats positifs, sinon le dossier est compromis. Bon, merci beaucoup Pierre-Louis. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Marc Lebozec, gérant du fonds Pluvalca Biotech chez Financière Arbevel. Bonjour Marc. Bonjour. Alors nous étions sur ce même plateau pratiquement il y a un an, jour pour jour, pour évoquer justement le secteur des biotech. Et à l'époque, vous nous aviez dit, a priori 2018, pas forcément grand-chose à entendre, 2019 sera véritablement l'année des biotech. Est-ce que vous confirmez ce diagnostic en ce début d'année 2019 ? Bon, c'est toujours délicat de faire des prédictions. Bon, disons qu'en fin d'année 2018, on a une vraie bonne nouvelle, qui est Farnext. Et en début d'année 2019, on a eu plutôt 2 très mauvaises nouvelles, 2 déceptions, qui sont Inventiva et Terranexus. Malgré la qualité des équipes et du projet scientifique derrière, c'était audacieux. Bon, ça n'a pas délivré pour l'instant. C'est pas fini, mais pour l'instant, ça n'a pas livré. Donc, c'est un petit peu contrasté. Si on inclut Farnext dans la fin d'année 2018, début d'année 2019, voilà, puisque le cours a réagi avec un peu de décalage plutôt en début 2019. Donc, on a une bonne nouvelle et 2 mauvaises. Il reste beaucoup de choses à découvrir en 2019, en fin d'année, sur des grosses histoires, des grandes histoires de la bourse parisienne pour la biotech, que sont Genfit, DBV et Selectis, d'ici la fin de l'année. Alors, plutôt en fin d'année, justement. Dans ce début d'année, cette première partie d'année, il reste Genkyotex qui va délivrer des résultats
au deuxième trimestre, en toute hypothèse. Voilà, donc c'est toujours délicat. Récemment, le PDG de Novartis, qui est quelqu'un d'extraordinairement brillant, qui est chez Novartis à la tête de Novartis depuis 2 ans, a déclaré que chaque nouveau produit accepté était un miracle. Et donc il faut en avoir conscience. On est quand même dans un monde où on comprend peu de choses. Alors évidemment, la récompense, quand elle est là, est extraordinaire, puisque les chiffres d'affaires sont très importants, les marges sont extraordinaires, mais le chemin pour y parvenir est très difficile. Donc plutôt fin de l'année, quand je vous écoute. Sans doute fin d'année. Ouais. Sans doute fin d'année. Il va falloir être patient. Est-ce qu'on constate encore, vous nous en parliez, cette asymétrie entre la réception par le marché des bonnes nouvelles, qui n'est pas toujours extraordinaire, et la réception des mauvaises nouvelles, qui se soldent par des chutes de cours de bourse, des effondrements, même, on peut dire. Des effondrements, on perd la moitié de la valeur. Cette asymétrie, elle est toujours là, et comment vous l'expliquez? Depuis, en fait, on a eu une période de gloire entre, on va dire, en exagérant un peu, entre 2010 et 2015, où ce secteur, en particulier aux États-Unis, tirait vraiment, sur le Nasdaq, ça a tiré vraiment la cote. C'était le secteur le plus performant. En France, à Paris, ça a été très performant aussi. Les gens ont gagné beaucoup d'argent avec ces histoires. Et puis depuis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué et du coup, il y a un véritable désintérêt. On est passé au-delà du désamour. Là. Donc quand c'est mauvais, on vend. Quand c'est bon, on en profite pour vendre. Oui, concrètement, on essaye de se délester le plus possible. Et puis on l'a vu au 4e trimestre l'année dernière où finalement, on était plutôt pas mal. Il y avait des entreprises qui ne se portaient pas plus mal, pas trop mal. Et puis finalement, les cours sont tombés comme des pierres, alors que tout se passait plutôt bien. Nous, on a un portefeuille européen, des entreprises qui étaient vraiment formidables, florissantes. Je pense à Argenix, Galapagos, Morphosis, des très belles boîtes, Genmab, Abcam au UK. Elles sont tombées aussi parce qu'on s'est délesté de ce secteur qui est un peu repoussoir. Mais ça va revenir, ça va revenir. Un petit mot sur le marché primaire. On a eu très peu de choses en termes d'introduction de bourse l'an passé, Volantis, Medincel, des opérations à chaque fois assez difficiles. Est-ce qu'on va encore vers une année vierge en termes d'IPO avec ce désintérêt des investisseurs? Est-ce que c'est le marché primaire, biotech, il ne faut pas y compter en 2019 ou... Ça va être compliqué, je pense. Ouais. Il faudrait vraiment, je pense que on va finir par y arriver. Est-ce que c'est 2019? J'ai du mal à y croire. Ce sera plutôt l'affaire de 2020 ou 2021. Mais il faut pour ça que nos grandes belles histoires françaises délivrent. Ça, c'est important. Après, il faut quand même s'intéresser au non-coté et regarder ce qui se passe du côté du non-coté. Et là, va se poser en réalité, pour moi, la question de la gouvernance des boîtes cotées, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gouvernances de boîtes cotées qui sont trop conservatrices, ne regardent pas suffisamment à l'extérieur, peut-être ne considèrent pas suffisamment la perspective de consolidation. Il y a des sujets qu'on pourrait consolider. On peut se poser la question des implants dans certains domaines, des implants vertébraux. On peut se poser la question dans le domaine du diagnostic, diagnostic moléculaire. Trop de petites boîtes. Des petites boîtes, pas de taille critique. Et pourquoi finalement ne pas aller vers un peu de création de valeur en agrégeant des belles histoires scientifiques, technologiques, mais qui ne délivrent pas, parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière, faute de puissance de frappe. Donc, on l'a vu dans les petits acteurs des medtech, on a vu plusieurs entreprises très courageuses essayer d'aller attaquer le marché américain avec 5-10 commerciaux. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, on voit que c'est compliqué. On voit quand même aussi une autre tendance de fond, c'est qu'il y a quand même des big pharma qui s'intéressent à certains de ces dossiers. Il y a eu des deals parfois importants, avec des montants importants, à thérapie génique, bien sûr, dans l'oncologie. Est-ce que ça peut animer le secteur cette année? Peut-être aussi voir quel champ thérapeutique reste intéressant et voir quelle société française pourrait aller peut-être en bénéficier. Vous avez raison. Il y a aujourd'hui un intérêt très fort manifeste, soit dans le domaine du cancer, soit dans le domaine de la thérapie génique. Alors le domaine du cancer, ça concentre 40% des investissements de recherche dans le domaine de la santé, enfin en tout cas du médicament. Et dans ce domaine-là, effectivement, il y a des sujets très importants et pour lesquels les grands acteurs sont à l'achat. Ça reste les inhibiteurs de points de contrôle, donc les fameux checkpoint inhibitors, qui sont des molécules qui vont activer le système immunitaire contre une tumeur. Quelle société française travaille sur ce champ? Il y a Inet Pharma qui est un acteur de référence dans le domaine, qui est vraiment une société avec un socle scientifique extrêmement solide.
Et un beau partenariat. Oui, absolument. Et une très belle équipe de management. Ensuite, vous avez un intérêt pour des molécules qui vont agir sur l'environnement de la tumeur, pour les tumeurs solides, parce qu'on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait plein de cellules du système immunitaire dans des tumeurs solides, mais qu'elles étaient désactivées. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, on va chercher des solutions pour aller activer ces cellules-là. Et puis enfin, sur ce qu'on appelle des vaccins, qui sont en fait des boosters, un peu comme quand on fait un vaccin contre une maladie infectieuse, c'est réveiller le système immunitaire. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'intérêt. Donc ça, en France, il y a des acteurs, alors cotés, non cotés, qui peuvent être des bonnes cibles. Et puis dans le domaine de la thérapie génique, en fait, il s'est passé quelque chose ces 5-6 dernières années. C'est un progrès fantastique dans le domaine de la production des vecteurs de thérapie génique. Parce qu'en fait, on savait déjà changer les gènes, mais on ne savait pas entrer dans suffisamment de cellules pour faire une modification qui allait avoir un impact sur le corps. Et du coup, ça, maintenant, on l'a résolu. Et on voit fleurir des résultats en thérapie génique tout à fait étonnants et tout à fait encourageants. Donc nous, en France, on a des belles histoires. On a GenSight et puis on a l'Isogène, qui sont des cibles potentielles parce qu'elles ont un savoir-faire qui est très important, une base technologique qui peut intéresser un grand acteur. Alors vous avez lancé il y a quelques mois chez Arbevel, en plus de votre fonds Plus Valca Biotech, un fonds Arbevel Crossover. Alors la définition du crossover, elle est un petit peu variable, mais c'est l'idée en tout cas qu'on investit dans des sociétés non cotées et puis qu'on les porte jusqu'à la bourse et même éventuellement au-delà. Alors quelle est la vocation de ce fonds? Il y en a d'autres qui existent en France, notamment Sofinova Crossover. Quelle est un petit peu la spécificité de votre approche et puis votre horizon d'investissement? Alors, la spécificité de notre approche, c'est que moi, je suis un entrepreneur par essence. J'ai créé ma première boîte en 1998, donc ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ce que j'apporte, c'est je partage ce vécu avec les dirigeants des sociétés dans lesquelles j'investis. Donc ça, c'est très important. Et puis, une forme de bienveillance qui est importante à mes yeux et des rapports apaisés avec les équipes de management. Donc on a eu la chance déjà de faire 2 investissements, un premier seul et un autre en syndicat, avec des acteurs du marché, notamment la BPI. Et puis on s'apprête à faire 2 autres investissements là, dans les semaines qui viennent. Et on va regarder en fait des entreprises avec des profils très variables et surtout pour les entreprises dans lesquelles on investit tout seul, c'est les boîtes qui passent sous le radar des acteurs traditionnels. Donc les 2 boîtes dans lesquelles on investit tout seul, c'est 2 boîtes qui font du chiffre d'affaires, qui sont rentables ou qui sont à l'équilibre, qui ont soit des investisseurs qui n'ont pas les moyens de suivre pour mettre un peu plus d'argent sur la table pour accélérer la croissance, soit des gens qui ne sont pas du secteur et qui ont de façon très vertueuse financé ces boîtes-là, parce qu'il y a quand même un désert du financement en France qui est important, et qui manquent de perspectives et de vision pour aller plus loin. Et dans les 2 cas, on va investir entre 2 et 3 millions d'euros pour créer une équipe commerciale, parce que c'est les boîtes qui arrivent à être rentables sans équipe commerciale, créer de nouveaux produits, et puis augmenter la visibilité de l'entreprise pour déployer son chiffre d'affaires. À terme, on ne s'interdit pas soit de les introduire en bourse, si le marché est là, soit de les revendre, alors revendre toute l'entreprise ou revendre simplement notre participation, parce que ce sont des boîtes rentables, et donc on peut trouver des fonds pour prendre notre place. Là, ce sont des biotech qui arrivent en bourse avec une physionomie quand même très différente de ce qu'on a vu ces dernières années. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas insulter le passé. Il y a eu une vague très positive qui a permis de développer un écosystème qui est là. Alors, on est donc clairement dans un creux de vague, mais j'ai la conviction qu'on va repartir à un moment ou à un autre, parce que technologiquement, on est très fort. Il y a un écosystème de financement, d'accompagnement qui s'est mis en place, qui se structure. Regardez en private equity, donc dans les boîtes non cotées, regardez ce qui s'est passé ces dernières années. La BPI joue un rôle très vertueux. Vous avez C-Venture qui vient de lever un fonds, Sofinova qui a levé un très gros fonds, les anciens de Rothschild, Andera Partners qui ont levé un très très gros fonds. C'est le capital risque des sciences de la vie. Voilà, Kurma. Est-ce que justement, finalement, l'avenir, entre guillemets, à court terme du secteur, il n'est pas plus en train de s'écrire dans le non-coté que dans le coté? Oui, aujourd'hui, oui. La réponse est oui. Mais encore une fois, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On a des très belles histoires, on a des très belles entreprises en bourse à Paris aujourd'hui. Je pense à Advicen, je pense à nos belles histoires historiques, DBV, Genfit, Selectis. C'est des boîtes qui n'ont pas du tout dit ce qu'elles avaient à dire. Donc mais en réalité, effectivement, aujourd'hui, on a un besoin très fort d'investir en private equity et on a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a très peu d'acteurs. Voilà. Demain, des dossiers de meilleure qualité qui arrivent en bourse, ça pourrait aussi relancer le marché primaire. Absolument. Mais le marché primaire, cette année, ça va être compliqué. Ouais. Bon, allez, des bons résultats à fin 2019, le retour des introductions en 2020, c'est tout ce qu'on souhaite? Oui, absolument. Et puis là, cette fois, on y croit. On y croit vraiment. Je pense qu'entre Genfit, DBV et Selectis, on va avoir des belles histoires. Bon, eh bien, on vous retrouve, je vous propose dans un an pour faire le point avec vous. Marc Lebozec, gérant du fonds Plus Valca Biotech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent.
Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve exceptionnellement dans 3 semaines. À très bientôt.